Alors, ce cours est une introduction simplifiée des notions moléculaires sous-jacentes aux anticorps et aux récepteurs lymphocytaires. Cette vidéo est volontairement résumée par rapport au cours en présentiel, mais ces notions sont importantes et elles seront revues pour les TD et TP. En effet, il s'agit d'une introduction indispensable au module d'immunologie médicale. Nous verrons aussi quelques principes d'immunotechnologie, un domaine qui a explosé, y compris en médecine vétérinaire. La structure fine des récepteurs lymphocytaires et des mécanismes intracellulaires ne sont pas au programme de ce module. Retenez seulement que ces récepteurs BCR pour le lymphocyte B et TCR pour le lymphocyte T présentent une architecture similaire. Ils contiennent plusieurs protéines dans lesquelles il y a des domaines variables responsables de la reconnaissance de l'épitope et des domaines constants qui, d'une part, effectuent le transfert de la signalisation aux chaînes d'événements intracellulaires, et d'autre part, en ce qui concerne le TCR, interagissent avec la cellule qui présente l'antigène dans le complexe épitope-CMH. Dans le récepteur TCR présenté sous forme simplifiée à droite, vous voyez qu'il y a un ensemble de molécules qui sont chargées d'interaction avec la CPA, cellule présentatrice d'antigènes, qui expose à sa membrane l'épitope T dans le complexe formé avec le CMH. Vous voyez sur ce schéma qu'il y a plusieurs composants qui fixent l'ensemble épitope-CMH et qui vont transmettre le signal en intracellulaire. Vous voyez aussi que les molécules CD4 et CD8 s'y ajoutent en tant qu'éléments de stabilisation, puisqu'ils vont se fixer sur différents types de CMH, ce qui sera détaillé dans le cours 10. Vous voyez aussi un autre ajout, que sont les paires de ligands qui assurent les régulations entre le lymphocyte et la CPA. Ici, j'ai pris en exemple CD28 et B7. Il existe en fait plusieurs paires de ligands qui sont exprimés par différentes sous-populations cellulaires, selon leur type, leur état d'activation et de différenciation, et c'est la combinaison de ces ligands qui va assurer une régulation réciproque des cellules. Par exemple, le fait de se différencier plutôt vers une cellule mémoire ou plutôt vers une cellule effectrice cytotoxique. Enfin, le contexte interviendra grâce aux récepteurs de cytokines qui ajoutent des signaux complémentaires au signal de reconnaissance spécifique fourni par le TCR. On appelle répertoire lymphocytaire l'ensemble des lymphocytes qui sont présents à un instant T chez un individu, soit en circulation dans le sang et la lymphe, soit dans les tissus. Le répertoire va déterminer la capacité de réponse de l'individu aux antigènes qu'il est susceptible de rencontrer. Ce répertoire est considérable puisqu'il contient plusieurs dizaines de milliers de spécificités en permanence. En recherche et en médecine de pointe, on peut analyser donc la capacité immune des individus vis-à-vis d'un antigène, à la fois en mesurant les anticorps, mais aussi en mesurant la fréquence de lymphocytes répondeurs à l'antigène dans le répertoire. Attention quand même à un point très important, c'est que ce répertoire n'est pas stable. Il évolue dans le temps et chez chaque individu. D'autant plus qu'il dépend de l'homéostasie générale du nombre de cellules immunocompétentes et qu'il n'est donc pas extensible à l'infini. Premièrement, il y a une adaptation du répertoire aux stimulations antigéniques, puisque les clones lymphocytaires spécifiques vont proliférer et se maintenir avec une durée de vie de quelques semaines à quelques mois tant qu'il y a de l'antigène, alors que les lymphocytes qui n'ont pas rencontré l'antigène n'ont qu'une durée de vie de quelques jours, puis disparaissent par simple apoptose. Donc la fréquence des lymphocytes répondeurs à un antigène donné est donc continuellement en évolution chez chaque individu en fonction des événements de sa vie. En second lieu, il y a un renouvellement du répertoire
grâce à la création de nouveaux lymphocytes dans les organes lymphoïdes primaires, et ça surtout chez le jeune individu. Ce renouvellement sera ensuite réduit, mais compensé par le maintien de cellules mémoire dans les tissus, dans les organes lymphoïdes secondaires et la moelle osseuse, qui vont proliférer à un rythme plus lent, mais pendant plusieurs mois. Donc au bilan, la durée d'une réponse immune peut être très variable de quelques semaines à quelques années, et ce sera dépendant de ce double processus de création et de maintien du répertoire. Il faut avoir conscience que les réponses de longue durée s'expliquent soit par des expositions à l'antigène initial, des réexpositions plutôt, soit par des réactions croisées. Donc ces données sur la création et le maintien du répertoire sont importantes à comprendre pour une vaccination efficace. Par exemple, chez un individu correctement vacciné, l'exposition à l'agent infectieux à des doses infimes sera totalement indétectable, puisqu'il sera très rapidement éliminé, mais il suffira à assurer le rappel naturel pour prolonger la durée de protection. L'étude des mécanismes moléculaires de production des anticorps et des récepteurs lymphocytaires est l'immunogénétique, et elle a conduit à plusieurs prix Nobel. Le principe de base est que chaque clone lymphocytaire acquiert individuellement sa spécificité grâce à des modifications et même des délétions irréversibles de son génome au niveau des gènes qui codent pour la partie variable du récepteur à l'antigène. Plusieurs gènes sont utilisés pour former le domaine variable. Chez les mammifères, il y a 2 gènes pour la partie variable du TCR et 3 gènes pour les parties variables du BCR. Et chacun de ces gènes comporte de nombreux allèles, les uns à la suite des autres chez un même individu. C'est ce qu'on qualifie de librairie de gènes. Donc, la combinaison aléatoire d'un allèle de chaque gène va être à l'origine dans le clone d'une séquence génétique unique, et c'est ce qui forme le paratope, donc la variation idiotypique. En revanche, chaque lymphocyte conserve intacte la librairie de plusieurs gènes C qui correspondent au domaine constant et donc aux différents isotypes des immunoglobulines. C'est ce qui fait que le lymphocyte peut changer de classe en fonction de son état de différenciation. C'est ce qu'on appelle la commutation isotypique. Ce schéma en est un exemple en montrant la succession des événements qui vont aboutir à la production d'une chaîne H d'IgG. Donc les librairies des gènes VD et J qui forment la partie hypervariable sont représentées par les carrés bleus, rouges et jaunes sur la ligne du haut. Ils sont associés au hasard. Il y aura un gène bleu, un gène rouge, un gène jaune, un gène qui va être utilisé pour créer le gène constitutif de ce domaine variable. Une fois que le clone a effectué cette combinaison, les autres allèles non utilisés vont disparaître. En revanche, les gènes verts, qui sont ceux de la librairie C, vont persister et être utilisés en fonction de l'état d'activation et de différenciation pour produire les récepteurs BCR et les anticorps sécrétés. Donc ici, en prenant un C gamma, on obtient une IgG. Comme une immunoglobuline est constituée de 2 chaînes H et L qui subissent en parallèle cette recombinaison, vous voyez que le répertoire théorique peut atteindre plusieurs millions. Le tableau à droite montre un exemple pour l'homme du nombre d'allèles pour les gènes V, D et J qui sont présents chez chaque individu, par exemple 44 allèles possibles du gène V. Dans cette seconde partie de l'exposé, nous allons voir différents processus de manipulation de la réponse immune.
Le principe le plus ancien est l'immunisation, qui consiste à provoquer une exposition contrôlée d'un individu à un antigène donné, le plus souvent par injection. Vous connaissez bien sûr une application qui en est la vaccination, un processus de prévention destiné à créer une réponse immune protectrice contre un agent pathogène en administrant les antigènes d'intérêt selon un calendrier défini et selon des modalités choisies pour avoir le maximum d'efficacité, mais aussi le minimum possible d'effets indésirables. L'hyperimmunisation est une technique d'immunisation particulièrement efficace qu'on pratique lorsqu'on a besoin de produire des antisérums. Donc historiquement, le cheval et le lapin sont les espèces chez qui ces techniques sont les plus développées, soit pour la recherche fondamentale, soit même pour des applications biomédicales. Donc elles peuvent être pratiquées à l'échelle d'un animal. La photo en haut illustre un chercheur qui hyperimmunise un seul lapin pour obtenir des anticorps, un antisérum utile à sa recherche. Soit à l'échelle d'une production animale. Et là, la photo du milieu illustre le fait que des centaines de lapins dans le monde sont producteurs d'anticorps pour le traitement de cancers et de greffes. Alors d'autres espèces sont aussi utilisées. Par exemple, les lamas et les requins ont eu leur moment de succès parce qu'ils présentent des particularités de structure des immunoglobulines qui les rendent particulièrement intéressantes pour les innovations technologiques. Et de nouvelles méthodes sont proposées régulièrement, y compris des procédés nouveaux qui sont effectués complètement in vitro par des laboratoires très spécialisés et sous brevet. Alors, petite astuce technique, l'immunisation de poules est un procédé assez intéressant parce qu'au lieu d'obtenir des animaux les antisérums par des prises de sang, qui sont forcément éthiquement discutables, et bien là, il suffit d'immuniser les poules pour récupérer les immunoglobulines dans les œufs qu'elles produisent. Donc l'antisérum est le sérum obtenu à partir d'un individu immunisé et il contient un ensemble d'anticorps qui ont une spécificité définie vis-à-vis d'un ou plusieurs antigènes qui ont servi à l'immunisation. Il s'agira d'une réponse de type secondaire, donc intense, durable et polyclonale, ce qui présente quand même la difficulté d'être variable dans le temps et d'un individu à l'autre. L'antisérum est un mélange complexe d'anticorps, selon le type d'antigène plus ou moins pur qu'on aura utilisé, selon la modalité d'immunisation, etc. Donc pour les applications techniques et médicales, on utilisera non pas l'antisérum brut, mais plus souvent les anticorps purifiés. Donc la sérothérapie est une technique qui consiste à utiliser des anticorps pour traiter ou pour prévenir différentes maladies. De nombreuses applications ont été créées, et ça depuis beaucoup plus qu'un siècle. Par exemple, le sérum antitétanique, le sérum antirabique, les anticorps antivenimeux, antitumoraux, etc. Donc ces sérothérapies sont très utilisées même de nos jours, surtout grâce aux nouveaux procédés utilisant des anticorps monoclonaux. Alors, bien sûr, ce sera développé dans le module suivant d'immunologie médicale. À noter aussi qu'il existe, en dehors du fait de la sérothérapie classique à base d'antisérum vis-à-vis d'un antigène défini, on peut aussi utiliser des traitements à base d'immunoglobulines normales, sans spécificité précise. Et ça, c'est le but, et c'est de compenser par exemple un déficit global de l'immunité chez un individu qui ne fabrique pas suffisamment d'anticorps. Dans cette partie, nous allons décrire le principe de l'anticorps monoclonal.
Il s'agit d'un anticorps produit en culture in vitro par un hybridome B. L'hybridome est une cellule artificielle qui résulte de la fusion entre un lymphocyte B qui exprime la spécificité anticorps recherchée et une cellule tumorale qui va apporter l'immortalisation de ce lymphocyte, c'est-à-dire sa multiplication indéfinie en culture in vitro. Donc, à la différence de la réponse polyclonale naturelle, ce mécanisme qui se base sur la sélection d'un seul anticorps monoclonal produit par un seul clone cellulaire va avoir une excellente spécificité et une excellente caractérisation vis-à-vis d'un seul épitope. Ça permet même un pouvoir discriminant énorme entre des antigènes proches s'il est bien choisi pour avoir un épitope vraiment typique d'un seul antigène. Donc sa qualité dépend bien sûr, comme on vient de le voir, de sa spécificité, mais aussi d'autres caractéristiques telles que son affinité, c'est-à-dire la solidité de la fixation de l'antigène ou au contraire le risque de le relarguer, et aussi de son isotype, puisque cela va influencer les fonctions biologiques qu'il sera capable d'effectuer in vitro et lors d'un usage thérapeutique. Dans cette diapo, nous allons expliquer le principe historique de création d'un anticorps monoclonal chez la souris. L'espèce souris a été choisie d'abord parce qu'il est facile de provoquer une hyperimmunisation même avec une très faible quantité d'antigènes et que ces antigènes sont souvent difficiles à obtenir, à purifier, à caractériser. Et surtout parce qu'on y a découvert dans cette espèce une lignée tumorale pour faire la fusion qui présente de différentes mutations d'intérêt. Donc il s'agit d'un myélome au départ, mais qui a la capacité de fusionner beaucoup plus que d'habitude avec les lymphocytes, même à différents stades d'activation. Et aussi, il peut être sélectionné dans un milieu de culture synthétique du fait d'un déficit enzymatique. Ce qui fait que le myélome non fusionné ne va pas pouvoir résister longtemps dans la culture, alors que le myélome après fusion récupère la capacité de fabrication de l'enzyme du lymphocyte et donc survit en culture. Donc la première étape consiste à immuniser la souris avec l'antigène, puis à récupérer au pic de sa réponse anticorps contre l'antigène des lymphocytes B à partir de sa rate. La seconde étape va être de fusionner in vitro ces lymphocytes avec autant de cellules de myélome. La troisième étape va consister à cultiver ces cellules hybrides pendant qu'elles subissent différents remaniements chromosomiques. Et au bout de quelques jours dans un milieu sélectif, on obtiendra quelques centaines d'hybridomes stables et producteurs d'immunoglobulines qui vont survivre facilement. Et là, le problème se pose, c'est d'isoler ceux qui nous intéressent, qui produisent l'anticorps qu'on veut. Donc il va falloir séparer chacun de ces hybridomes sous forme de culture clonale, et attester dans le milieu de culture de chacun de ces clones s'il produit l'anticorps qui nous intéresse, et qui est donc l'anticorps monoclonal. Donc la quatrième étape consiste à isoler, à cultiver chacun de ces clones, à tester l'anticorps, et puis donc à choisir un ou quelques hybridomes qui vont produire chacun un anticorps intéressant en termes de spécificité et d'affinité, puis éventuellement de modifier les conditions de culture pour pousser vers une commutation isotypique si on a besoin d'une classe particulière de cet anticorps monoclonal. À noter qu'il existe maintenant des processus sans souris, entièrement in vitro par biologie moléculaire, qui présentent bien sûr des avantages, mais aussi quelques limites que nous ne détaillerons pas dans ce module.
Dans de rares cas, certains hybridomes sont capricieux et ne peuvent pas être cultivés in vitro, mais ils doivent être greffés à des souris pour rester stables et produire l'anticorps. Il s'agit heureusement d'une méthode qui n'est autorisée qu'à titre exceptionnel. Dans la grande majorité des cas, les hybridomes peuvent être produits in vitro pendant des années et conduire un anticorps monoclonal facilement purifiable à partir du milieu de culture. Les hybridomes sont aussi conservés dans des banques de cryopréservation pour stocker ou échanger entre laboratoires et même modifiés par des processus de biologie moléculaire par la suite pour transformer leurs séquences selon différents besoins. Donc, vous trouverez dans ce tableau plusieurs éléments de comparaison utiles entre un antisérum et un anticorps monoclonal. Il est très important, même pour un vétérinaire généraliste, de bien comprendre les avantages et les inconvénients de ces deux modalités pour choisir à bon escient et pour bien interpréter un test de diagnostic ou un traitement à base d'anticorps. La difficulté majeure pour l'utilisation des anticorps in vivo est qu'ils sont immunogènes s'ils sont administrés à une autre espèce que celle qui l'a produite. Si on injecte directement l'anticorps monoclonal d'une souris à un humain, il va produire des anticorps contre la partie constante Fc de souris qui rendront les anticorps inopérants. Donc, ce tableau, à la suite du précédent, détaille un peu plus les procédés de production et les utilisations. Au final, on trouve maintenant dans le commerce de très nombreux anticorps, par immunisation d'animaux ou par production monoclonale, qui sont utilisés pour des applications techniques à large échelle, comme par exemple la purification par affinité de molécules d'intérêt, ou pour des applications médicales, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. En médecine humaine, l'immunothérapie subit depuis une dizaine d'années un développement considérable, que ce soit dans le traitement des cancers et des maladies infectieuses, et récemment pour le Covid. En médecine vétérinaire aussi, l'immunothérapie est largement employée. Que ce soit avec des procédés anciens et peu coûteux comme l'administration d'anticorps de la mère aux jeunes par le biais de colostrum, ou avec des procédés innovants et chers comme des anticorps monoclonaux utilisés pour de la médecine de pointe. Donc pour finir ce cours, voici un très bref aperçu des nombreux développements permis par l'immunotechnologie moderne, grâce à la connaissance de tous ces mécanismes lymphocytaires, génétiques et moléculaires. En premier lieu, et c'est de loin les applications les plus courantes, il est possible de créer des molécules artificielles en combinant la capacité de reconnaissance d'un anticorps avec la fonction d'une autre molécule. On va fusionner par exemple l'anticorps monoclonal avec un fluorochrome. Donc c'est le cas par exemple des conjugués utilisés pour les tests de diagnostic. On va associer à l'anticorps une molécule fluorescente ou une enzyme pour pouvoir détecter que cet anticorps est présent. Une autre application de ce type est la fixation à l'anticorps d'une immunotoxine, et c'est très utilisé dans certains cancers parce que ça permet d'apporter la toxine directement au site de la tumeur sans qu'elle diffuse dans le reste du corps où elle aurait vraiment il faudrait utiliser des fortes doses et donc avec des effets délétères généraux. Alors que là, on aura une activité ciblée au site de la tumeur. Donc en second lieu, par biologie moléculaire, il est possible de créer de nouvelles molécules et par exemple des anticorps humanisés et puis même caninisés ou félinisés, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie Fc de souris venant de l'anticorps monoclonal pour la remplacer par un Fc
humain ou canin ou félin, et donc il sera très bien toléré et très bien utilisable. Bien sûr, ce qui compte, c'est de bien assurer une bonne jonction stable avec la partie FAB qui, elle, contient la spécificité qui nous intéresse. Donc à partir de là, chaque année se créent des nouveaux développements, des nouveaux brevets pour produire des molécules plus simples ou plus stables ou mieux tolérées. Et toujours avec cette capacité de fixer un épitope donné. Donc c'est vraiment de nouvelles générations de médicaments qui voient le jour grâce à cette immunotechnologie. On a même été jusqu'à faire des manipulations génétiques sur des plantes pour obtenir la production d'anticorps humanisés à partir de plantes, ce qui est quand même avec un sacré rendement. Alors, il y a aussi des modifications de biologie moléculaire des lymphocytes T à propos de la production de ce qu'on appelle par exemple des tétramères, mais là ce sont des notions nettement plus techniques que je ne vais pas détailler. Donc la recherche biomédicale propose des carrières très intéressantes aux vétérinaires qui seraient motivés par ce domaine. Mais pensez aussi au cas quand même où vous penseriez que ces informations sont superflues pour le vétérinaire généraliste, que ce n'est pas vrai. La profession vétérinaire souhaite rester une profession de scientifique capable de comprendre les évolutions technologiques et aussi d'être capable d'être un bon vecteur de communication scientifique au grand public sur ces innovations.